Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI, c'est l'heure du grand dossier. Ce soir, cet enjeu, Hormuz, le détroit qui peut dynamiter la paix, le volte-face de Donald Trump sur la question. Après avoir laissé entendre qu'un péage maritime était acceptable, eh bien, le président américain a, semble-t-il, changé d'avis. Il met en garde Téhéran, attention de ne pas imposer de taxes aux navires qui passeraient par ce détroit. Téhéran qui serait en train de mettre en place un système de paiement par crypto-monnaie. C'est une histoire de dingue, on va vous la raconter. On va aussi se poser cette question, où sont passés les 440 kilos d'uranium enrichi par les Iraniens, disparus, volatilisés de la circulation? On n'en parle même plus d'ailleurs dans le cadre des discussions qui vont se tenir pour ce début de cessez-le-feu. Une guerre qui déborde sur l'économie européenne. Certains responsables craignent désormais une stagflation, c'est-à-dire une croissance nulle et une inflation qui déborde aussi sur les relations, vous allez le voir, entre la Chine et Taïwan, qui déborde enfin sur la politique américaine. Une partie du monde MAGA et conspirationniste demande désormais, tenez-vous bien, une destitution de Donald Trump qui riposte, vous allez le voir, de manière inouïe. Pour vivre tout cela, pour vous faire vivre tout cela, tous nos correspondants sont déployés à travers la planète, aux États-Unis, mais aussi au Liban, en Irak, en Iran évidemment, dans le Golfe et en Israël. Nous irons sur place, mais d'abord ce message du guide suprême iranien en pleine période de tension et à la veille de négociations capitales. Écoutez. Nous entrons dans une nouvelle ère concernant la gestion du détroit d'Ormuz. Nous n'avons jamais cherché la guerre et nous ne la cherchons toujours pas. Mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes et c'est pourquoi nous considérons tous les fronts de la résistance comme un seul et même front. Et pour tout comprendre, tout décrypter avec nous sur ce plateau, bonjour Général Richoux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Merci d'être là. Historienne, politologue, spécialiste des États-Unis, co-auteur du livre Requiem pour le monde libre. On va en parler ce soir avec beaucoup d'annonces. Magali Barthès est là pour nous accompagner également, notre spécialiste éditorialiste international LCI. Merci d'être là Magali. Et Bertrand Besancenot, bonjour, merci d'être avec nous. Ancien ambassadeur de France au Qatar. Oui. En Arabie Saoudite, ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. On va beaucoup parler de diplomatie aussi parce qu'il se passe des choses, vous le savez, dans 24 heures, ces négociations qui débutent donc normalement entre Américains et Iraniens. Voilà pour tous ceux qui vont nous accompagner ce soir avec cet enjeu évidemment, Hormuz, le détroit qui peut dynamiter la paix. Une image d'ailleurs à vous montrer pour commencer, celle de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui a pris son avion pour se rendre au Pakistan. C'était il y a quelques minutes à peine, voilà pour ces images. Et j'aimerais vous soumettre, messieurs, dames, pour commencer, une énigme. Elle est signée Donald Trump. Regardez, elle s'affiche sur votre écran. Voici ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, le président des États-Unis. World Most Powerful Reset. Et il signe la réinitialisation la plus puissante au monde. On va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on retrouve Sonia Dridi, qui se trouve juste devant la Maison-Blanche. On a vu ce message, Sonia Dridi. On s'est tous demandé, mais de quoi parle-t-il? Est-ce que vous en avez une idée? Alors, on s'est posé la même question ici avec des collègues à la Maison-Blanche pour essayer de décoder ce message, mais notre premier sentiment, c'était que ce terme de reset, remise à niveau, remise à plat, parlait de ces négociations qui vont se dérouler demain, des négociations historiques, si elles se déroulent comme prévu à partir de demain matin, entre l'Iran et les États-Unis. Reset, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, notamment ces dernières décennies, pour parler des relations entre la Russie et les États-Unis. Et c'est pour Donald Trump, qui, on le sent quand même, a très envie que ces négociations marchent, quand il dit la plus puissante réinitialisation mondiale, remise à niveau, on a l'impression qu'il met en avant ces négociations qui auront lieu demain. En tout cas, ici, ça n'a pas vraiment été perçu comme une nouvelle menace de Donald Trump, même s'il y en a eu beaucoup ces derniers jours. C'est plutôt pour mettre en valeur ces négociations historiques. Merci Sonia. On va vous retrouver tout au long de cette émission parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses dans les 2 heures qui viennent.
Juste un mot d'explication. Cette expression a été utilisée après la pandémie de Covid à Davos, au Forum économique de Davos, pour penser l'économie d'après-pandémie. Et elle a été reprise aussi par les conspirationnistes américains qui parlent, eux, de la grande réinitialisation pour décrire un pseudo-plan des élites pour contrôler les populations. Margali Barthez, vous connaissez Donald Trump comme votre poche. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'écrit ce président des États-Unis? Bonne chance, Magali. Alors moi, quand j'ai lu Reset, j'ai un peu fait la même analyse que Sonia. J'ai pensé au reset des relations, en effet, dont on a parlé entre les États-Unis et la Russie, par exemple. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup, en effet, dans la politique. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans la politique américaine. Et c'est vrai que comme on est à la veille de cette rencontre, quand même, entre le vice-président américain et donc les autorités iraniennes, chose quand même qu'on n'a pas vue depuis 1979, c'est vrai qu'on se dit, manifestement, ça montre tous les espoirs de Donald Trump dans ces négociations, c'est-à-dire une grande remise à plat des relations entre les États-Unis et les Iraniens. Si c'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter, c'est un message qui est quand même très optimiste de la part de Donald Trump et qui va être interprété à Téhéran comme quand même la possibilité pour les Iraniens de faire peut-être monter aussi les enchères, parce qu'il a tellement envie, on a l'impression, de ce deal, de cet accord, que c'est quand même donner une espèce de carte dans le jeu de plus de Téhéran. Alors on a vu le vice-président partir, qui a eu ces mots: si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes tout à fait disposés à leur tendre la main, mais comprenez, s'ils tentent de jouer avec nous, ils verront que notre équipe de négociation, ils verront de quel bois on se chauffe. Donc c'est un peu comme ça que moi j'interprète ce message, qui reste, c'est vrai, très très énigmatique. Oui, on aura peut-être une réponse dans les minutes qui viennent. On verra bien. En tout cas, les Iraniens continuent de mettre la pression sur les États-Unis. Le président du Parlement iranien, à l'instant, il exige un cessez-le-feu complet au Liban avant toute négociation. Voilà ce qui vient d'être dit. Cette réinitialisation générale, vous la comprenez comment? Ce message un peu énigmatique. Oui, ça reste quand même énigmatique. On peut essayer de faire un peu de l'art de la prédiction avec Donald Trump, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais si on parle de réinitialisation, si vous réinitialisez votre iPhone, par exemple, ça veut dire que vous effacez tout, que vous effacez les données, vous effacez les réglages qui ont été faits avant et que vous utilisez les paramètres par défaut. Ça peut vouloir dire le monde d'avant n'existe plus et on va inventer quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire également je fais exploser la situation au Moyen-Orient et je veux maintenant un règlement global de tout, en incluant par exemple le Liban dans l'affaire. Et en fait, ça peut vouloir tout dire. Mais en même temps, si c'est un message optimiste, moi je trouve ça un peu inquiétant. Parce que quand on reset, ça veut dire qu'on efface tout ce qu'on connaît, le droit international, les us et coutumes, le droit coutumier, tout ce qu'on a dans notre droit qui permet de gérer ou de régir les relations entre États. Et puis, eh bien, on repart sur de nouveau. Faut rebâtir quelque chose. Si vous avez mis votre iPhone à zéro, tous les pré-réglages que vous avez fait, vous les recommencez. Donc, vous voyez bien que c'est rassurant et à la fois très inquiétant. Voilà. Nicole Bacharan, à votre tour d'essayer d'entrer dans la tête de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il veut dire, le président des États-Unis ? Inconfortable. Juste, je précise quand même, c'est important parce que cela arrive quelques heures seulement avant ces premiers contacts directs entre Américains et Iraniens depuis 40 jours de guerre, plus 3 jours de cessez-le-feu. Mais bien sûr, c'est important. Au-delà de la tentative d'ironie que nous pouvons faire, Magali rappelait que c'est pas un terme unique, en tout cas dans la politique américaine. Je me souviens d'un autre moment de reset, c'est quand Hillary Clinton, nouvelle secrétaire d'État, a accompagné Barack Obama à Moscou en 2009. Et ils avaient apporté une espèce de joujou avec un gros bouton rouge en disant voilà, on va appuyer sur le reset. Sauf que ça a été traduit en russe par une expression tout à fait différente et tout à fait négative, en fait. Donc il n'y a pas eu vraiment de reset harmonieux avec Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que plus les Américains ont l'air avides d'avoir un accord, plus ils renforcent le camp iranien. Ça, c'est une évidence. Les certitudes de Donald Trump, le détroit d'Ormuz va rouvrir rapidement, de gré ou de force. C'est ce que laisse entendre le président des États-Unis. Aussi ce qu'il dit très rapidement. Vous allez le voir, le pétrole va commencer à couler à flot avec, et ça c'est intéressant, avec ou sans l'aide de l'Iran. Voilà l'intention. Se pose maintenant là, évidemment la question du comment. Général Richoux,
Je vous invite à me rejoindre devant cet écran géant qui est le nôtre pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer évidemment dans les jours et dans les semaines qui viennent. Alors, militairement d'abord, comment sécuriser ce détroit, en prendre le contrôle ? Quels moyens, combien d'hommes, combien de temps ? C'est très difficile d'abord de prendre le contrôle, parce que si vous voulez prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, déjà il faut contrôler les côtes. Et si vous voulez contrôler les côtes, vous voyez, il y a 1200 km pour aller quasiment jusqu'à 800 km à l'île de Kars, jusqu'au fond du Golfe Persique. Ça c'est l'Iran, voilà. ça c'est l'Iran, et ça c'est l'exclave d'Oman. Ça c'est Oman. Voilà. Mais les côtes iraniennes, ce sont celles-là. Ce sont celles de la côte nord. Donc si vous voulez contrôler le détroit d'Ormuz, sur combien de kilomètres ? Vous voyez, là c'est absolument gigantesque. Et ils ont à peu près, même s'ils ont 5 à 10 000 hommes, vous voyez, moi j'avais une brigade de 8 000 hommes, je contrôlais à peu près l'aéroport de Roissy. Voilà, et Roissy, si vous faites le périmètre, ça doit faire à peu près 20 km. Ouais. Donc vous êtes à peu près, avec les troupes qu'ils ont envoyées, si vous avez 10 000 hommes, vous allez contrôler entre 20 et 30 km sur le détroit. Ou alors les îles, vous voyez, quelques îles comme ça. Mais en aucun cas, vous ne pouvez prendre possession de la côte nord de l'Iran, parce que, 1, vous êtes en territoire hostile, 2, c'est extrêmement hostile sur le plan géographique, c'est désertique, il y a des montagnes, c'est très difficilement ravitaillable logistique, sur le plan logistique, et donc ça pose des problèmes de faire débarquer des troupes sur les côtes iraniennes, les côtes nord du détroit d'Ormuz. Ça c'est intéressant, vous parlez donc de l'hostilité de cette région, quels sont les risques ? Militairement. Militairement, les risques, c'est véritablement un blocage du détroit d'Ormuz dans la durée. Parce que vous voyez bien que le détroit d'Ormuz, c'est pas très large. Ça fait 33 km de large. Ça veut dire que les eaux territoriales, c'est 12 000, ça fait à peu près 20 km. Si vous mettrez des selles de main, vous avez 40 km. Il n'y a pas d'eau internationale réelle. Et donc, vous passez soit dans les eaux d'Oman, soit dans les eaux du iraniennes. Donc, quelques mines, vous bloquez. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez, à la limite, imaginer un moment forcer le passage avec des troupes, une force navale, aérienne, conséquence, forcer le passage. Mais faire transiter des tankers 500 millions de dollars avec des cargaisons de plusieurs millions de dollars, avec des armateurs et des compagnies d'assurance qui ont une aversion au risque très forte, eh bien ça vous ne pouvez pas le faire sous le risque. Il faut d'abord déminer et ensuite s'assurer qu'il n'y a pas de risque. Sinon, ça ne transitera pas. Ce que je comprends, c'est qu'il faut de tout petits moyens pour créer de très gros problèmes. C'est ce que vous dites. C'est le principe de l'asymétrie. Et dans cette asymétrie, ils ont le pouvoir de nuisance maximum, c'est-à-dire avec quelques vedettes, avec quelques mines, avec quelques drones qui sont capables de cibler des tankers à 500 millions d'euros. Vous bloquez le détroit d'Ormuz dans la durée, sans possibilité militaire de le débloquer. C'est-à-dire que pouvez-vous saisir militairement du détroit d'Ormuz, en aucun cas vous ne pouvez forcer la liberté de circulation dans le détroit. Et ce sont les Iraniens. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, s'est aussi entretenu avec Donald Trump, et lui aussi, dit-il, a évoqué une possibilité, une solution militaire. Écoutez. J'ai eu un entretien avec le président Trump hier soir et je lui ai exposé le point de vue de la région. Nous avons passé la majeure partie de notre conversation téléphonique à discuter du plan concret qui sera nécessaire pour assurer la navigation dans le détroit et du rôle que le Royaume-Uni joue depuis quelques semaines maintenant, celui de rassembler une coalition de pays qui compte désormais plus de 30 pays, travaillant sur un plan politique et diplomatique, mais examinant également les capacités militaires et la logistique nécessaire pour faire passer les navires dans le détroit. Elle dit beaucoup de choses. On a parlé avec vous des capacités militaires, des besoins, des difficultés aussi sur un plan diplomatique maintenant. Aujourd'hui, au moment où nous en sommes, on le sait, on va replanter le décor très rapidement. Demain, si tout va bien, Iraniens et Américains sont à Islamabad au Pakistan. La semaine prochaine, Israéliens et Libanais sont à Washington aussi pour évoquer un cessez-le-feu et une possible paix, ou ce qui pourrait ressembler plus tard à une possible paix. On sait qu'au Liban, c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, quelle évaluation diplomatique faites-vous de la situation? Alors, je vais peut-être simplement commencer par dire un petit mot sur le reset, parce que je suis le seul à qui on n'a pas demandé. C'est vrai, mais allez-y, non, parce qu'on a voulu avancer. Vous avez raison. Et donc, comment vous le comprenez alors? Non, le reset, je crois, dans l'esprit de M. Trump, c'est très clairement, si vous voulez, le nouveau Moyen-Orient. Ça fait à plusieurs reprises, il a évoqué le fait que si on réglait
la crise actuelle, eh bien, il y aurait un nouveau Moyen-Orient très riche, où il y aurait de la coopération économique, il y aurait ceci, il y aurait cela. Et donc, il est persuadé que s'il réussit, lui, le faiseur de paix, s'il réussit effectivement cette négociation, eh bien, ça sera l'ouverture vers un nouveau Moyen-Orient, où on remet tout finalement à plat, si je peux dire. Alors, naturellement, c'est très illusoire, et on sait que le président Trump a l'habitude d'obtenir simplement des trêves ou des cessez-le-feu, mais aucun véritable accord de paix. Et je pense que nous serons probablement dans ce cas-là également. Mais alors, pour répondre directement à votre question, effectivement, il y a pour le moment un peu d'espoir, parce qu'effectivement, finalement, le président Trump donc a fini par imposer à Monsieur Netanyahou une trêve, ce qui naturellement est une bonne nouvelle, parce que ceci signifie que on se rend compte que l'alternative, c'est quoi? Ça serait le chaos, c'est-à-dire effectivement des frappes sur les installations civiles, les usines de dessalement d'eau de mer, etc. Et donc ça poserait une véritable crise économique, humanitaire et même environnementale dans le monde entier. Bon, donc je pense que sous la pression également des milieux d'affaires américains, il a été obligé de donner une nouvelle chance à la paix. Maintenant, on sait aussi que le monsieur Netanyahou, lui, était opposé à ce qu'il y ait cette trêve, et donc il essaie de se rattraper au Liban. Il semblerait que le président américain ait passé un coup de fil pour lui dire absolument, on arrête. Non, mais ça me paraît clair. Et donc aujourd'hui, simplement, il faut espérer que la négociation au Pakistan se passera dans de bonnes conditions, tout en sachant naturellement que les positions de part et d'autre sont extrêmement éloignées, mais qu'il y a certains domaines où il y a déjà des travaux qui ont été faits, notamment dans le domaine nucléaire, où il y a des éléments de compromis qui ont déjà été négociés avec les Omanais. Parce que c'est vrai qu'on l'évoque moins, cette question-là, on va y revenir tout à l'heure. Ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est qu'on est véritablement, Magali, sur une ligne de crête aujourd'hui entre la diplomatie d'un côté, c'est ce que vous venez d'évoquer, et la guerre qui reste en embuscade, si j'ose dire. Bien sûr, mais ce qui peut donner un tout petit peu, mais vraiment très léger espoir quand même, que ces négociations puisse quand même aboutir à quelque chose, ou en tous les cas que ce cessez-le-feu, même très très fragile, puisse se maintenir, c'est qu'on a l'impression quand même que en tous les cas dans le camp américain, c'est très clair qu'en effet Donald Trump veut essayer de trouver une porte de sortie par tous les moyens, et que en face le régime iranien a quand même besoin, peut-être après ces semaines de bombardements extrêmement violents, de reprendre un petit peu son souffle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 24 heures qui précèdent la première rencontre, on sent quand même que les Iraniens sont en train de faire monter les enchères, en train de faire monter la pression. Là, je regardais en effet la dernière déclaration du président du Parlement qui exige le cessez-le-feu, le déblocage de tous les actifs iraniens avant les négociations. Donc, en fait, ils sont en train de rajouter des oui, on est dans une phase de pré-négociation, ça c'est sûr. On est dans un grand théâtre qui précède ce genre de négociation, mais ça, je parle sous le contrôle de l'ambassade. Ça, c'est habituel, c'est normal. Non, c'est habituel, si vous voulez. Moi, je rappelle, un grand dirigeant du monde arabe m'a dit un jour, vous savez, on dit chez nous, lorsque vous allez acheter un tapis, si vous montrez que vous avez énormément d'intérêt pour ce tapis, vous le paierez très cher. Bon, donc je pense qu'effectivement, le fait, comme le président Trump l'a fait, après avoir insulté et dire maintenant qu'il y a un grand espoir, les deux ne vont pas dans le bon sens. Mais si vous voulez, c'est un peu la tradition. Lorsque vous rentrez dans une négociation, il n'est pas du tout anormal de faire monter les enchères pour essayer d'obtenir le meilleur deal. Et il monte de toutes parts ces enchères. Sonia Drilly, vous êtes toujours à Washington, toujours devant la Maison-Blanche. Nous, ce qui nous a interpellés aujourd'hui, parce qu'on lit évidemment avec assiduité cette presse américaine, c'est un article du Wall Street Journal, généralement bien informé, selon lequel une reprise de la guerre n'est pas exclue par l'administration Trump. Oui, alors il y avait différents articles en effet qui parlent de ce cessez-le-feu fragile, qui disent que les négociations déjà sont mal parties parce que les deux parties n'étaient pas d'accord sur les termes du cessez-le-feu, avec notamment à savoir l'inclusion ou pas du Liban. Il y a aussi l'épineuse question du détroit d'Ormuz. En même temps, Donald Trump, ce n'est pas un idéologue, donc tout ce qu'il veut, c'est obtenir un deal et
faire en sorte que les intérêts des États-Unis soient bien représentés. Donc sur le détroit d'Ormuz, même s'il s'est dit hier en colère d'apprendre que les Iraniens voulaient faire payer des frais, en même temps, il s'était dit juste avant prêt à faire une espèce de co-entreprise avec les Iraniens. Donc, on le sait, les États-Unis restent prêts. Il y a une armada qui est en place. Donald Trump, il a dit que cette armada allait rester en place tant qu'il n'y aurait pas un vrai accord. Mais vous l'avez dit juste à l'instant, Donald Trump a très envie tout de même que cet accord fonctionne, notamment pour tenir son calendrier d'une guerre qui ne dépasserait pas les 6 semaines, aussi parce qu'il a beaucoup la pression de certains électeurs dans le camp MAGA. Et d'ailleurs, selon le Daily Mail notamment, qui a des correspondants ici à la Maison-Blanche, il a vraiment chargé personnellement J.D. Vance d'arriver à un accord. Et on apprend aussi à l'instant via le Washington Post que l'une des demandes des États-Unis serait aussi que l'Iran libère certains prisonniers américains. C'est important. Merci Sonia. On va vous retrouver parce que, on l'a dit, les choses vont continuer d'évoluer dans les 2 heures qui viennent. Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a évidemment une stratégie de pré-négociation, c'est ce que vous venez de nous expliquer, qu'il y a aussi un risque réel de reprise des combats, parce que si ça ne fonctionne pas, eh bien, ils vont y retourner les uns et les autres. Qu'est-ce qui est dans ce cadre? C'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Nicole Bachand, peut-être pour débuter, le plus important pour éviter un retour à la guerre? La réouverture du détroit d'Ormuz. C'est capital. Il n'y a aucun doute. En fait, ça n'était pas un but de guerre puisque le détroit était ouvert. Les Iraniens l'ont bouclé très rapidement et maintenant, c'est le premier but d'une négociation, c'est d'obtenir cette réouverture parce que les Iraniens ont perdu la guerre, mais la force américaine est absolument écrasante. Mais les Iraniens ont là une arme décisive sur l'économie mondiale et la deuxième arme pour eux, c'est que Donald Trump n'a pas le temps pour lui. Sonia le rappelait. Il a 60 jours, donc il y en a déjà presque 40 qui sont passés avant d'avoir l'accord du Congrès pour poursuivre éventuellement des opérations. Il a des élections en novembre qui arrivent, qui se présentent pas très bien. Et en plus de cela, les chiffres de l'inflation du mois de mars viennent d'arriver et c'est 3,3. Donc c'est un point de plus que le mois précédent. Donc on apprend qu'hier, 8 navires habilités, peut-être rançonnés par l'Iran, ont franchi le détroit. C'est pas du tout une réouverture. Et d'ailleurs, ça continue de passer, mais véritablement au compte-gouttes pour les navires qui ne travaillent pas directement pour l'Iran. Vous avez raison là-dessus. On dit pour nous le détroit il est fermé. Mais alors justement, ça c'est une question intéressante. Peut-être un peu naïve. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce qui est meilleur marché, si j'ose dire? Une taxe de passage sur le pétrole, puisqu'il en a été question, c'est ce que on a évoqué tout à l'heure, une sécurisation militaire ou une reprise de la guerre? Qu'est-ce qui est le moins cher? Ce qui est le moins cher, c'est sans doute la taxe. Si vous voulez, d'un point de vue, parce que la guerre, ça va coûter tout de suite des milliards de dollars. Ça coûte $1 milliard par jour, quasiment. Donc là, il y a un motif de négociation pour les Iraniens. C'est ce que j'essaie bien sûr. Mais pour répondre à votre question avant, là, il y a l'ouverture du détroit vraisemblablement, mais il y a aussi éviter l'humiliation des 2 parties. C'est-à-dire que Trump doit pouvoir expliquer à son opinion intérieure qu'il a gagné la guerre. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Je diffère un petit peu avec vous parce qu'il n'a atteint aucun de ses objectifs. Le régime est toujours là. Il a diminué fortement. C'est quand même, pour moi, c'est 1-0 pour l'Iran. Il n'y a pas de gain de la guerre, mais il y a quand même. Ils ont résisté jusque-là. Ils sont toujours présents. Ils bloquent le détroit. Ils sont quand même un peu maîtres du jeu. Et du côté, les Iraniens doivent pouvoir expliquer également qu'ils ont résisté à l'oppresseur, à l'envahisseur, au grand Satan, etc. Vous allez voir, on a un sondage très intéressant sur ce que pensent les Français sur qui a gagné la guerre. On va en parler tout à l'heure. J'aimerais quand même, parce que la guerre est pas finie. On peut pas savoir. Elle n'est pas terminée. On est dans une période de cessez-le-feu. Mais vous le savez, Donald Trump n'exclut rien, ni personne d'ailleurs. Regardez ce que dit le magazine allemand Der Spiegel. Trump attend des engagements concrets dans les prochains jours concernant le déploiement de navires de guerre ou d'autres moyens militaires européens dans le détroit européen. En la matière, pourquoi est-ce que les États-Unis ont besoin de leur alliés pour sécuriser ce détroit? Non, mais je crois que le président Trump a déjà été très clair. Bon, d'abord, il n'était pas content contre les alliés parce qu'il aurait aimé les entraîner dans le conflit, mais que ça n'a pas marché. Mais en revanche, effectivement, il a aussi dit, après tout, nous n'achetons pas beaucoup de pétrole passant par le détroit d'Ormuz. En revanche, ce sont effectivement les pays producteurs d'un côté et les pays consommateurs de l'autre, c'est-à-dire les pays d'Asie et les pays européens, qui eux ont besoin de passer par le détroit d'Ormuz. Donc sa doctrine, si je puis dire, c'est de dire, écoutez,
les payeurs, eh bien, ce sont ceux qui utilisent mais sauf ou qui en ont besoin. Pardonnez-moi cette petite parenthèse, mais une grande partie de l'engrais qui passe par ce détroit est utilisé par les fermiers américains, que le gaz naturel liquéfié qui passe par ce détroit est utilisé à Taïwan pour fabriquer des puces électroniques qui sont utilisées aux États-Unis. Donc il y a quand même un lien de cause à effet, et on sait que le prix du gallon a flambé. Non, mais vous avez tout à fait raison, mais vous savez que le président Trump a un esprit simplificateur, et donc effectivement il voit ce que sont a priori les consommateurs et les producteurs, et donc dans son esprit effectivement c'est comme ça. Après tout, c'est aux pays qui vont utiliser le détroit de payer, ce qui naturellement n'est pas acceptable ni pour nous ni pour les pays producteurs, et même le sultanat d'Oman a nié effectivement qu'il était d'accord avec cette idée. Magali ? Et puis c'est bien pratique aussi pour Donald Trump d'expliquer que de toute manière c'est plus à lui d'y aller, mais que c'est aux Européens. On voit bien depuis plusieurs semaines à quel point nous sommes le punching ball de Donald Trump. Donc il rentre dans le magasin et casse tout, et puis c'est à nous de réparer. Ah bah, c'est un peu comme ça. d'habitude. Oui. C'est quand même un peu ça, en disant de toute manière maintenant moi ça me concerne plus. Donc c'est à ceux qui sont directement concernés de se débrouiller. Évidemment que les Européens ils ne suivent pas Donald Trump. Je veux dire, c'est pas, ils n'ont été prévenus en rien. La France, notamment, a bien expliqué qu'elle n'a même pas été prévenue au départ de l'opération. Donc, il met tout le monde devant le fait accompli. Et après, ce serait aux Européens de prendre le risque militaire de la même que manière, lui-même n'a pas osé prendre. Pardon, qu'Israël n'a pas été prévenu apparemment du cessez-le-feu. Oui. Enfin, c'est quand même... Un quart d'heure avant au téléphone, oui, pas plus. voilà, c'est le service minimum. On dit ça comme ça. Sur un plan militaire, c'est intéressant. On savait qu'il y avait des... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, des bateaux anti-mines américains. Des dragueurs de mines. Dragueurs de mines. Avant le début de ce conflit, qu'ils ont été déplacés. Il y en a qui ont été déplacés, il y en a qui ont été désarmés, c'est-à-dire qu'à un moment Est-ce que l'Europe a un savoir-faire en la matière ? Ah oui, la France a un très gros savoir-faire en la matière. La marine nationale, c'est une de ses spécialités, véritablement au sein de l'OTAN, même le dragage de mines, ça, on sait très très bien faire. Et ça revient sur le rôle de la force européenne. Et elle n'interviendra, elle est là pour ça. Le président de la République l'a bien spécifié, mais ça n'interviendra qu'après un cessez-le-feu. Ouais. C'est-à-dire qu'il est hors de question. Donc au moment où la paix est signé. Non, pas pendant le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est pas la paix. Un cessez-le-feu, c'est les armes qui se déploient. Donc ça pourrait intervenir dans les semaines qui viennent. Donc un cessez-le-feu, on dit on rouvre le détroit d'Ormuz, les dragueurs commencent par ôter les mines s'il y en a, et ensuite on assure la sécurité à l'intérieur du détroit, mais dans un contexte de cessez-le-feu, et non pas dans un contexte de réouverture par la force du détroit d'Ormuz, parce que c'est ce qu'a l'air de suggérer Donald Trump dans sa déclaration. Et ça, véritablement, il n'en est pas question. On voit qu'ils se parlent quand même beaucoup, les Européens et Donald Trump. Keir Starmer, tout à l'heure, on l'a entendu. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quel état d'esprit sont les Européens vis-à-vis du président des États-Unis ? Ils ont été tenus à l'écart du début de cette opération. Aujourd'hui, on fait appel à eux, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, parce que pendant le conflit, ça a aussi été le cas. Est-ce qu'on est plus côté européen dans une, perspective de trouver des solutions, ou est-ce qu'on est dans une perspective de dire à Donald Trump, débrouillez-vous. Non, je pense que vraiment la perspective est d'essayer de contribuer à des solutions, sans aucun doute, parce que les enjeux sont beaucoup trop importants pour tout le monde. Mais c'est vrai que Donald Trump, vous l'avez rappelé, il a demandé de l'aide très tôt, mais il a une manière de le faire qui est incroyable. C'est pas mon pétrole, débrouillez-vous, j'ai tout cassé, à vous de réparer. Il a aussi, en faisant cela, Magali le disait, mais il y a aussi le fait qu'il détourne la responsabilité. Si ça va pas bien, c'est la faute des Européens. Il parle pas des Chinois, il parle pas des Russes qui jouent leur rôle. Non, c'est la faute des Européens. Lui-même n'est pour rien. Mais on voit dans les diverses déclarations de Keir Starmer, notamment, qu'il y a la question des prix, de l'inflation, de l'essence dans tous nos pays. On ne peut pas s'en abstraire. Et il y a les menaces directes de Trump sur l'OTAN, disant voilà, vous ne m'aidez pas quand j'en ai besoin, donc ça ne vaut rien, donc je me retire, donc vous allez être punis. On ne peut pas ne pas le prendre au sérieux. Donc, même si la manière est extrêmement désagréable, l'intérêt pour tout le monde est qu'on puisse circuler par Ormuz. Et je pense que les Européens vont tenter d'y contribuer. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. On vous lâche plus aujourd'hui. On parlait hier ensemble des pressions exercées par Donald Trump sur les pays de l'OTAN. Non seulement elles ne se démentent pas, mais semble-t-il, elles se précisent.
Oui, on a un peu plus d'informations sur ce qu'envisage de faire l'administration Trump pour montrer son mécontentement envers les alliés de l'OTAN. Vous savez donc que le secrétaire général de l'OTAN a été reçu ici à la Maison-Blanche et hier, on a appris par plusieurs médias américains que l'administration réfléchissait à potentiellement retirer des troupes américaines d'Europe. On sait qu'il y a notamment une grande base militaire en Allemagne. Et puis, le Wall Street Journal, lui, disait que elle envisageait peut-être de retirer ces troupes de pays jugés peu coopératifs pour les mettre dans des pays plus coopératifs. En tout cas, on sent bien que, au-delà des menaces de Donald Trump, l'administration réfléchit vraiment à un certain désengagement, sans aller forcément jusqu'à un retrait des États-Unis de l'OTAN comme l'aurait envisagé Donald Trump. En tout cas, il y a une vraie volonté, on le sent, de marquer le coup, de faire quelque chose. La porte-parole de la Maison-Blanche, il y a quelques jours ici, nous disait les alliés de l'OTAN ont été testés et ils ont échoué. Merci Sonia, merci beaucoup. Vous restez encore avec nous. Il n'est pas impossible qu'on vous rappelle, je vous le dis, vu l'évolution de la situation ces dernières minutes. En Europe aussi, on réagit. Écoutez ce que dit Mark Rutte. Mark Rutte, c'est le secrétaire général de l'OTAN. J'ai senti la déception de Donald Trump quant à son sentiment que beaucoup trop d'alliés ne le soutenaient pas. Et je lui ai expliqué hier, je lui ai dit « Vous savez, Monsieur le Président, il est clair qu'une écrasante majorité d'Européens ont fait ce que les États-Unis leur ont demandé et ce qui avait été convenu auparavant dans ces circonstances. Et oui, parfois cela prend un peu de temps. Mais vous savez quoi ? En Europe, nous avons des coalitions. Nous avons parfois un front politique intérieur dont il faut s'occuper. » Alors, deux demandes de réaction sur ce plateau. D'abord, Général, vous, sur l'OTAN, un désengagement américain. L'OTAN, tout le monde sait, on l'a martelé sur ce plateau, que c'est une alliance défensive. Donc, on n'a aucune raison d'aller intervenir, d'abord, qui était quand même plutôt circonscrit à l'Europe occidentale. Elle a été historiquement construite comme ça. Et on n'a aucune raison d'intervenir au Moyen-Orient sur une guerre offensive pour laquelle on n'a même pas été mis dans le coup, on n'a même pas été averti. Donc là, je veux dire, mais c'est un tartuffe. Alors, ensuite, on pourra reparler du désengagement. Bon, je rigole d'abord. Oui, on va en parler dans un instant. Rammstein, la 5e flotte à... Ça se fait pas comme ça. Quand on installe une base militaire dans un pays... C'est le relais pour le Moyen-Orient. En plus. Donc s'ils y renoncent, moi je rigole d'avance. Voilà. Alors, Nicole Bacharan et Bertrand Besancenot. Oui, je rajoute un élément à cette incohérence, puisque évidemment, les pays de l'OTAN sont le marché pour l'armement américain. Les bases, il y en a des dizaines, sont essentielles pour la projection vers l'Asie centrale, vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique, mais au-delà de ça, il y a une incohérence immédiate, c'est qu'en fait, la menace constante de Trump sur le pays de l'OTAN, c'est vous dire, vous êtes des lâches, vous ne payez pas assez, et en gros, je vous livre aux Russes. Sauf que, s'il déplace ses bases vers la Pologne, vers la Roumanie, voire vers la Lituanie, ça va pas du tout plaire à Vladimir Poutine. Donc tout ça ne tient pas debout, mais chaque déclaration menaçante de Donald Trump à l'égard de l'OTAN, évidemment, est engrangée à Moscou comme l'exposition de l'affaiblissement de la dissuasion de l'OTAN. Oui, plus ça fait Trump une quarantaine de jours qu'ils ont sourire les Russes. Vous avez raison. Plus, évidemment, l'OTAN est faible. Monsieur Besancenot. Non, mais l'incohérence des positions du président Trump ne sont pas une nouveauté pour personne. Bon, ce qu'il y a simplement, c'est que ça fait un moment que les Américains, même depuis l'époque Obama, disent très clairement que leur priorité se trouve désormais en Asie, c'est la compétition avec la Chine, ce qui signifie qu'ils ont l'intention néanmoins de limiter leurs engagements et en Europe, ça concerne l'OTAN, et au Moyen-Orient. Ils veulent quitter, on le sait très bien, la Syrie, l'Irak, etc. Donc si vous voulez, il utilise la menace, et avec toutes les incohérences qui ont été signalées ici, c'est une façon de faire pression, mais on a un peu l'habitude avec lui, c'est-à-dire il considère que les Européens sont faibles, donc il est dur avec les faibles, et il est faible avec les durs, c'est-à-dire avec Poutine et avec Netanyahou. Que doivent faire les Européens ? Écoutez la réponse du général Yakovlev, c'était sur LCI. Avant la guerre américaine, on ne payait pas. Moi, si j'étais européen, je dirais je te présente la facture alors à Trump. J'ai été obligé de payer, mais c'est de ta faute. Donc tu vas payer ma facture. Voilà, on entend le raisonnement, facile à dire évidemment. Est-ce que c'est aussi facile que ça à faire ?
Non, moi je comprends bien la réaction un peu épidémique, mais politiquement je vois pas comment ça se met en application en toute honnêteté. On présentera la facture à personne dans tous les cas de figure. On sait très bien que par les traités de Montego Bay et puis par le droit coutumier international maritime, les détroits sont libres. Sinon, on fait payer tous les détroits en mer de Chine, Taïwan, par exemple la Manche, on peut faire payer entre la France et puis le Royaume-Uni et la Belgique, etc. Pourquoi pas? Donc là, on détricote absolument tout le droit international. Pas été ratifié par les Iraniens, je le précise quand même au passage. Donald Trump, je crois que ça va pas beaucoup l'émouvoir. On a eu ce début de débat tout à l'heure ici sur ce plateau, c'est intéressant, ça me faisait sourire parce que nous aussi ça nous a interpellés. Ce que l'on constate de manière certaine ces dernières heures, c'est que les Iraniens arrivent à la table des négociations demain au Pakistan de manière, on va dire, quand même équilibrée, malgré les pertes politiques et militaires infligées au régime par la guerre. Et pourtant, regardez ce que pensent les Français. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, 58% d'entre vous estiment que c'est l'Iran qui a gagné cette guerre. Alors, je sais que là, les avis divergent. On a Nicole Bachar tout à l'heure qui nous disait non, pas du tout. Et vous, général, plutôt sur une autre position. D'abord, la guerre n'est pas finie. Moi, j'ai dit, il y a 1-0 ou bien 7-0. Je veux dire, dans un crunch France-Angleterre, quelquefois, le dernier essai, il est marqué à la 82e minute, en dehors de la période légale. Donc, attendons voir la fin des choses. Ce que je dis, c'est que... On est dans les arrêts de jeu, là. Il n'y a aucun des objectifs... D'abord, on les connaît pas bien, mais on fait qu'on arrivait à... Comment on mesure qui gagne et qui perd, c'est ça. Le régime n'est pas tombé, les Iraniens ne sont pas libérés, l'uranium court toujours... Les missiles pleuvent, les Shahed également. Il n'y a aucun... le détroit d'Ormuz est fermé alors qu'il était ouvert avant la guerre. J'aimerais bien savoir quels sont les gains, à part de dire j'ai aplati l'armée iranienne, que la victoire appartient à celui qui sait souffrir le dernier quart d'heure. Avant de vous entendre, Nicole Bachar, j'aimerais bien savoir quels sont les gains des États-Unis pour pouvoir dire j'ai gagné la guerre. Bertrand Besançon. Écoutez, moi je vais jouer au diplomate, c'est-à-dire pour le moment c'est un match nul. C'est-à-dire qu'à mon avis les deux ont perdu. En réalité les Iraniens, il y a eu énormément de casse, on peut dire que leur économie est en ruine, sans parler du fait que le peuple iranien est le premier à avoir perdu dans toute l'affaire. Et du côté américain, la crédibilité du président Trump est proche de zéro. Tout le monde a bien constaté que dans ce conflit, sur le plan politique, les États-Unis et Israël n'ont été soutenus par personne, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Donc ça montre, si vous voulez, que pour le moment, les deux ont perdu. Le vainqueur, c'est la Chine. Oui. C'est vrai que le grand perdant, c'est le peuple iranien. Hein, et le droit international, quand même. Oui, aussi. Et le droit international. Le droit international, c'est quand même la grande exécution en place publique. C'est vrai, mais on a ce régime qui, en effet, se dit qu'il a quand même réussi à tenir tête pendant ces semaines de guerre aux Américains, à la première puissance militaire mondiale, disons les choses, associée aux Israéliens. Les pays du Golfe. Et en interne, il faut quand même avoir en tête, et c'est ça qui est quand même le plus terrible pour les Iraniens, c'est qu'il y a une radicalisation de ce régime, une répression qui s'accroît, des exécutions qui augmentent. Donc il y a vraiment une pression aussi qui est mise pour écraser ce peuple iranien. Oui, je partage totalement ce que vient de dire Magali. C'est ça vraiment la grande défaite, la plus cruelle et même la plus grande trahison, puisque les Américains leur avaient promis de l'aide. Et je rejoins le général Richoux sur le fait que on ne sait pas la conclusion de ces événements. Alors je disais que les Américains ont grandement amoindri les capacités de guerre iraniennes. C'est vrai, mais pas au point que leur capacité de nuisance est disparue. Et on saura bien plus tard, s'il y a un gagnant et un perdant ou deux perdants, c'est tout à fait possible. Il y a aussi beaucoup d'inconnus. Je veux dire, dans quel état il est vraiment, ce régime iranien ? Ils affichent une force incroyable, mais au fond, que sait-on de ce qui se passe à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des armes qui ont été distribuées ? Est-ce que le Mossad est plus présent qu'on ne le croit ? Bon, peut-être que je me raccroche à des fils extrêmement ténus, mais la situation intérieure est inconnu, et ce qui s'affiche, c'est un régime d'une dureté terrible, absolument sans aucune faille d'espoir pour le reste du monde. Vous avez raison de le rappeler, c'est l'une des informations du jour. Les Iraniens auraient donc un plan secret pour faire payer le passage du détroit d'Ormuz. Alors inacceptable, vous le savez, par les États-Unis, pour les États-Unis. Les Européens, eux, dénoncent carrément un hold-up. Les détroits d'Ormuz, on le sait maintenant, ce sera, et ça a été dit sur ce plateau, l'une des pierres angulaires des négociations qui débutent demain à Islamabad entre les Américains et les Iraniens. Donald Trump veut sa réouverture, il veut remettre sur le marché les 11 millions
de barils par jour qui n'y arrivent plus ou qui n'y transitent plus depuis le début de la guerre. Et ça, les Iraniens, évidemment, ils le savent bien, d'où ces tensions. Magali Barthez, venez me rejoindre devant notre écran géant. Les plans iraniens, vous les avez. On va parler ensemble d'abord de ce 3e jour de cessez-le-feu et de la situation dans ce détroit. On l'évoque tous les jours parce que c'est important, ça nous permet de comprendre les rapports de force entre les uns et les autres. Où en est-on ? Oui, vous avez l'habitude maintenant de cette carte de Marine Traffic qui en temps réel nous donne la circulation et on voit qu'il y a encore très très peu de bateaux. Ça se fait vraiment au compte-gouttes qui arrivent à passer ce détroit malgré le cessez-le-feu. On n'est pas du tout revenu à la situation antérieure. Avant la guerre, 135 navires par jour franchissaient ce détroit d'Ormuz, 8 navires hier. Et puis c'est pas du tout non plus la même route, parce que normalement, les bateaux, ils passent par ici. Or, on voit que la route a changé parce que les Iraniens imposent ce corridor, vous voyez, de remonter vers les côtes iraniennes, de passer par ces 2 îles qui sont appelées maintenant le péage de Téhéran. C'est par là qu'il est obligatoire désormais, selon Téhéran, de passer si on veut franchir ce détroit. Vous voyez, zone de danger. Là, en fait, les Iraniens expliquent qu'ils ont probablement posé des mines. On n'en a aucune certitude, mais la menace suffit en fait. La menace suffit à empêcher les bateaux de passer. Le potentiel de mines des Iraniens, 5 à 6 000 mines, mais on n'a aucune idée véritablement de leur stock de mines. Et là, il faut noter aussi pour la petite anecdote que les eaux sont moins profondes. Est-ce qu'on sait comment ça se passe en fait ? Alors, il faut montrer patte blanche. Si on veut pouvoir emprunter évidemment ce corridor, il y a des intermédiaires qui œuvrent pour l'Iran. Première étape, formalité administrative. C'est-à-dire que le bateau qui veut passer doit dire donc quel type de bâtiment, quelle cargaison, quel pavillon, quelle nationalité de l'armateur, la nature en effet de ce qu'il y a dans ces soutes. Et puis évidemment après il y a le prix, la question du prix. Alors ça, d'après ce qu'on m'a expliqué, ça se fait vraiment, c'est du sur-mesure. En fonction, en effet, notamment de la nationalité du bateau. Et on ne paye pas en dollars, on paye en monnaie chinoise. C'est incroyable. On paye éventuellement aussi en crypto-monnaie. Ça, ce sont des informations de la presse anglo-saxonne qui parlaient d'un dollar par baril de pétrole sur les bateaux à payer en crypto. En tous les cas, il y a eu ce chiffre qui a été sorti, 2 millions de dollars par passage. Alors, ça paraît exorbitant, mais en fait, le surcoût des assurances, aujourd'hui, c'est 30 à 35 millions de dollars. Oui, donc c'est une goutte de donc pétrole. après, vous avez fait vite le calcul. Et puis alors, une fois que vous avez rempli ça, on vous donne manifestement, les Iraniens donnent le créneau de passage, vous vous rapprochez du détroit, et puis là, vous pouvez emprunter. Je vais vous poser une question un peu bête. Pardon, mais est-ce que c'est légal tout ça ? Totalement illégal, bien sûr. On vous a parlé de la liberté de circulation maritime. C'est vraiment fondamental dans le droit international, mis noir sur blanc dans cette convention de Montego Bay de 1982. Alors, selon les traités, les détroits naturels doivent toujours rester ouverts. En effet, est-ce qu'on imagine la Manche ou le détroit de Gibraltar obligé d'être payé ? Une mauvaise idée, ça nous paierait quelques déficits. Et vous voyez là, tous ces canaux qui sont artificiels, je pense à Suez, détroit de Panama, par exemple, là, on a le droit de mettre éventuellement un passage. Mais dans un détroit naturel, c'est totalement interdit. Et ceux qui pourraient avoir à mettre la main au portefeuille, ce sont les pays du Golfe. Mais pas tous, Marianne Cottenov. Vous êtes avec nous en direct de Doha, avec Marine Truchot, pour faire passer la pilule de ce péage que voudraient mettre en place les Iraniens. L'Iran voudrait s'associer à Oman. Est-ce que le sultanat a intérêt à partager un péage avec Téhéran ? Alors en fait, la position du sultanat d'Oman, elle est assez scabreuse. Tout d'abord parce que, comme Magali vient de le rappeler, il se mettrait complètement hors du droit international. Et ça pourrait évidemment peser lourd dans la balance parce qu'il se mettrait bien sûr à dos tous leurs alliés occidentaux, les Américains aussi, tous les pays du Golfe. Donc ça serait une position très compliquée pour eux. Ensuite, la position d'Oman, ça a toujours été, on est ce médiateur neutre, ce
négociateurs. Donc là aussi, diplomatiquement, ce serait compliqué à expliquer. Après, c'est vrai que, bien oui, c'est tentant. C'est tentant parce que c'est une manne importante. Mais ce qu'on sait vraiment, c'est qu'en fait, il y a eu des discussions techniques entre Téhéran et Oman sur ce sujet. Ce qu'on sait, c'est que Oman n'a pas encore confirmé, n'a pas encore répondu à tout ça. Oman, en fait, reste très discret sur ces conversations entre Téhéran et lui, en fait. Donc, est-ce que déjà, c'est une idée qui vraiment repose sur des faits ? On n'en sait rien, parce que tout ça est poussé par l'Iran. C'est l'Iran qui fait fuiter ces informations. Oman, pour le moment, reste silencieux. Alors, évidemment, Oman, bien sûr, voit la manne que ça pourrait rapporter, mais les inconvénients seraient plus importants que les avantages. Donc, Oman n'a pas tout à fait intérêt à faire ça non plus. Information de Marianne Cotenoff avec Marine Truchot. Merci à toutes les deux. Une manne pour Oman, certes, mais ce péage, s'il voit le jour, c'est du racket. Non, mais de toute façon, à ma connaissance, le sultanat a fait savoir qu'il n'était pas favorable à cette mesure. Donc, de toute façon, ils le savent bien. Ils font partie du CCEAG, donc du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, et ils savent très bien que les différents pays de la péninsule arabique ne veulent absolument pas de cette mesure qui est à la fois illégale et qui finalement ne ferait que rendre beaucoup plus cher finalement le pétrole. C'est pas non plus leur intérêt que ça se passe et que ceci aille dans les poches d'autres personne qu'eux. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'Oman se distinguera dans cette affaire-là. Ils savent qu'ils ont trop à perdre. Moi, il y a une question qui me taraude un peu. On a l'impression d'avoir assisté à une sorte de volte-face de Donald Trump qui disait oui, pourquoi pas un péage maritime si ça peut permettre de fluidifier le trafic. Et puis, ces dernières heures, non, c'est hors de question. Hors de question que l'Iran s'en mette plein les poches. Regardez ce qu'il dit. Il vaudrait mieux qu'ils ne le fassent pas. Et s'ils le font, il ferait mieux d'arrêter tout de suite. C'est ce que dit donc le président des... Non, mais il a changé d'avis. D'accord. Parce qu'il a eu son premier réflexe, de l'argent à gagner. Vite, j'en veux au moins la moitié. Je caricature, mais c'était vraiment ça. Et vous pouvez imaginer, dans la demi-heure qui a suivi, un certain nombre de conseillers qui ont foncé dans le bureau ovale et qui lui ont expliqué ce que le général Richoud et ce que Magali viennent de nous expliquer, à quel point c'est illégal, à quel point c'est du racket, à quel point ça engraisserait, si j'ose dire, les ressources iraniennes. Donc, il a dû renoncer à ce premier pactole dont on sent que ça a dû faire briller ses yeux dans un premier temps. Ça crée un précédent extrêmement mais c'est ça. Parce que derrière, je sais pas, les Chinois se disent, le détroit de Taïwan, tiens, on va mettre un péage, nous aussi. Enfin, ça remet en cause le détroit de Malacca, d'abord. Exactement, oui. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qu'on lui a dit, attention. Oui, je pense qu'on l'a expliqué. Autre certitude, cette guerre, elle a changé la perspective iranienne sur la gestion du détroit. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, la gestion du détroit, nous n'avons jamais cherché la guerre, nous ne la cherchons toujours pas, mais nous ne renoncerons en aucun cas aux droits légitimes qui sont les nôtres. C'est ce qu'il dit en bref. Alors, la question qui se pose évidemment est la suivante. Est-ce qu'on est encore là dans des rodomontades avant le début de discussion où cette question du détroit est un point véritablement bloquant? Que veulent vraiment ces dirigeants iraniens? Élément de réponse à Téhéran avec Siavosh Ghazi, correspondant à RFI et France 24. Écoutez. Côté iranien, c'est la fermeté, puisque c'est les gardiens de la révolution qui contrôlent cette zone. Ont affirmé que donc ils percevront des taxes qui ont été déjà versées par plusieurs un pétrolier gabonais visiblement, mais aussi des navires marchands qui ont traversé le détroit et en plus de cela, les gardiens de la révolution ont affirmé que la route principale dans ce détroit d'Ormuz n'était pas fréquentable à cause du risque de la présence de mines et que donc tous les pétroliers ou navires marchands qui sont dans la région doivent emprunter les itinéraires de remplacement qui ont été donc indiqués par les gardiens de la révolution, des itinéraires qui passent près des côtes iraniennes et donc ça permet à l'Iran de contrôler encore davantage ce détroit et donc de ne pas laisser passer des pétroliers qui seraient tentés donc de traverser le détroit sans l'autorisation de l'Iran. Bon, la question à $1000, Magali, qui a les cartes en main sur cette question du détroit? Est-ce que ce sont les Américains aujourd'hui? Est-ce que ce sont les Iraniens? Ah ben non, ce sont clairement les Iraniens qui ont les cartes dans leur jeu. Et ce qui est quand même assez stupéfiant dans la façon dont cette guerre et cette offensive a été gérée, c'est que manifestement,
les Américains n'ont pas cru que les Iraniens allaient utiliser cette carte. Quand on lit notamment le récit de la prise de décision de la guerre qui est raconté par le New York Times, manifestement, les Israéliens et Donald Trump disent non, mais en fait, ils n'auront pas le temps de fermer le détroit et ils n'auront pas les capacités de riposter. On voit à quel point ils ont utilisé cette carte qui est devenue une carte maîtresse, moi je dirais, dans le jeu des Iraniens, parce qu'en fait, avec le détroit d'Ormuz, ils prennent en otage en fait l'économie mondiale. Ils prennent en otage, en effet, c'est le prix du baril qui en dépend, c'est l'inflation qui en dépend aux quatre coins de la planète. Donald Trump a beau dire, nous, on n'a pas besoin de ce pétrole qui sort, mais en fait, les cours mondiaux sont déterminés aussi par ce qui se passe dans ce détroit d'Ormuz. Le pétrole, les engrais, l'hélium, l'aluminium, etc. Voilà, etc. Et donc, les consommateurs américains en souffrent également. J'aimerais maintenant qu'on parle d'une disparition, au sens propre et au sens figuré. D'ailleurs, ces derniers jours, 3e jour depuis le début du cessez-le-feu, sauf erreur de ma part, plus de mention faite des 440 kilos d'uranium enrichi par les Iraniens. Bonjour, Raphaël Jérusalemi, merci d'être avec nous, ancien officier du renseignement militaire israélien. Cette question, évidemment, elle est essentielle pour l'État hébreu. C'est l'une des raisons pour lesquelles ont eu lieu ces 40 jours de guerre. Ce silence autour de cette question nucléaire, vous l'interprétez comment ? Pour l'instant, l'uranium enrichi ne représente pas un danger présent et immédiat. Il représente un danger à plus long terme, et donc on peut laisser de côté ce problème, surtout qu'il est véritablement problématique sur le plan de la réalisation de comment mettre la main dessus. Mais les Iraniens ne peuvent pas s'en servir pour l'instant. Ils n'en ont pas les moyens techniques. Il y a des infrastructures qui ont été détruites, qui les empêchent donc d'utiliser cet uranium enrichi, qui suffirait à faire 11 bombes atomiques s'ils arrivaient à l'utiliser. Pour l'instant, on peut attendre, on peut dire qu'on s'en occupera plus tard. De toute façon, il y a un cessez-le-feu, et donc pour mettre la main dessus, il faudrait commettre une infraction assez grave à ce cessez-le-feu. Restez avec nous. Alors, pour préciser les choses, ces 440 kilos, ils sont enrichis à 60%. Je crois qu'il faut qu'ils soient enrichis à 90% pour pouvoir être utilisés comme arme. Donc ça, c'est important. Vous venez d'entendre ce que vient de dire Raphaël Jérusalemi. Là, pour l'instant, cette question qui était quand même l'un des enjeux majeurs du début de cette guerre, elle est passée au second plan. Est-ce que ça vous paraît raisonnable comme explication, le fait de dire, voilà, cessez le feu, là, on pose ça de côté, on verra après. De toute façon, les Iraniens, ils ne peuvent plus rien faire avec pour l'instant. Alors, ils ne peuvent plus rien faire avec pour l'instant, vraisemblablement. Je pense que le programme iranien, s'il existe encore, a vraiment ce moment pris un coup derrière les étiquettes. En revanche, les 440 kilos courent toujours. On dit qu'ils sont en plusieurs fardeaux, peut-être en 2 fardeaux de 20 kilos. Non, c'est 440, de 220 kilos. Ça, c'est très très possible. Et puis surtout, je pense que les opérations au sol pour récupérer un seul pilote, et vu ce que ça coûtait, montre le coût d'une opération au sol. S'il fallait déployer des forces spéciales pour aller récupérer un fardeau comme celui-ci, eh bien, je pense qu'ils ont compris que ça sera vraiment très très compliqué, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont un peu rétro-pédalé sur le coup. On a la chance d'avoir avec nous un ancien officier du renseignement militaire israélien. Je reviens vers vous, Raphaël Jérusalemi. 440 kilos d'uranium. D'abord, est-ce qu'on sait précisément où il se trouve, et quel serait le meilleur moyen de s'en débarrasser une fois pour toutes? On peut imaginer une extraction, mais on peut aussi peut-être je ne sais pas comment ça marche, mais le détruire sur place. Alors, oui, le détruire sur place, c'est un petit peu délicat, mais c'est jouable. On veut éviter surtout à Ispahan la radioactivité. Normalement, donc, la moitié à peu près de ces 440 kilos d'uranium enrichi se trouverait à Ispahan. Là, ça a été bombardé, on a enterré l'entrepôt et la centrale où cet uranium enrichi se trouve, et ça prendra quand même quelques semaines aux Iraniens pour déblayer, mais ils ne déblayeront pas parce que, maintenant il y a un cessez-le-feu, mais en fait, lorsque on enterre un entrepôt ou une centrale, les travaux de déblaiement prennent beaucoup de temps, mais les déblayeurs peuvent être attaqués. L'armée de l'air ou des drones peuvent attaquer les déblayeurs. L'autre partie de cet uranium enrichi est probablement à Natanz. Il se pourrait qu'il y en ait aussi une petite partie à Fordo. Ce qui est embêtant pour les Iraniens, c'est la distance entre... Ils ont voulu disperser
leur centrale nucléaire, ils ont voulu disperser les infrastructures sensibles, et c'est un problème, parce que entre Ispahan et Fordo, il y a 300 km, entre Fordo et Natanz, il y a 150 km, et si vous voulez déplacer ces barils d'uranium enrichi par camion, ça se déplace par camion, vous allez très très vite être repérés. Ils se sont donc un petit peu mis le couteau dans le dos en trop dispersant leurs intérêts nucléaires et leurs centrales. Je rappelle qu'il y a 3 possibilités pour mettre la main ou pour empêcher aux Iraniens d'utiliser l'uranium enrichi. La possibilité la plus compliquée, on l'a dit, c'est une opération terrestre. Il faudrait au moins 1000 combattants qui investissent, par exemple, la centrale de Fordo, avec des bulldozers. Pour amener ces bulldozers et pour amener tout le matériel et les combattants, il faudrait construire une piste d'atterrissage. Donc vous avez bien compris qu'on est parti dans un truc pratiquement impossible. La seconde alternative, c'est, comme on l'a dit, enterrer la centrale, c'est-à-dire bloquer les issues, détruire tout ce qui est l'aération, créer une secousse sismique aussi qui fasse s'effondrer certaines parois. Et la dernière solution, qui est en fait entre les deux, c'est un état de siège, mais un état de siège avec des drones, avec des avions, c'est-à-dire surveiller les endroits où l'uranium enrichi se trouve et s'assurer que les Iraniens ne puissent pas ni le déterrer, ni le déplacer. Je termine juste en disant qu'une bombe atomique ne se fait pas qu'avec de l'uranium, et on a touché à d'autres intérêts qui sont le yellow cake, le gâteau jaune, l'eau lourde, et puis en ce qui concerne les missiles, le propergol, c'est-à-dire le carburant des missiles. Il y a d'autres ingrédients indispensables qui peuvent être aussi neutralisés. Qu'est-ce que cette guerre a changé dans les capacités de l'Iran à se doter de l'arme atomique? Une toute petite pause et on en reparle juste après. Merci d'être avec nous sur LCI. Le grand dossier se poursuit avec le général Nicolas Richoux, avec Nicole Bacharan, Magali Barthès et Bertrand Besancenot. Merci à tous les 4 de nous accompagner. On a débuté cette émission avec un mystère signé Donald Trump, un simple message sur les réseaux sociaux qui nous parlait d'une grande réinitialisation. Eh bien, il semblerait, mesdames, messieurs, qu'on ait un début de réponse. Regardez ce qu'il écrit à nouveau, le président des États-Unis. On est en train de tout remettre à zéro. On équipe les vaisseaux avec les meilleures munitions, les meilleures armes, encore meilleures que celles qu'on avait utilisées auparavant. À quelques heures, évidemment, d'une réunion cruciale au Pakistan entre Américains et Iraniens, nous chargeons les navires avec les meilleures armes jamais fabriquées d'un niveau encore supérieur à celui que nous utilisons habituellement pour un anéantissement total. Le message, il s'adresse à Téhéran, vous l'aurez compris. Si on ne trouve pas d'accord, notre riposte sera l'anéantissement. On revient à ce qui a été dit il y a 4 jours maintenant. En fait, on revient. Nous, quand on parlait de reset en début d'émission, nous parlions des relations internationales. En fait, dans la tête de Donald Trump, non. En fait, ça veut dire remettre, en effet, toutes les munitions dans les équipements militaires et en effet menacer à nouveau, c'est vrai, d'anéantissement l'Iran. Voilà, on est dans les 24 heures qui précèdent le début de la négociation, si tout se passe bien. Et en effet, on voit que chaque camp, les Iraniens comme les Américains, font monter la pression. Donald Trump a besoin aussi de menacer les Iraniens, en effet, de reprendre la guerre. Il est en train de leur expliquer que tout est prêt pour repasser à l'action, donc ils ont intérêt à négocier sérieusement. Et de l'autre côté, c'est la même chose, le président du Parlement iranien qui exige un cessez-le-feu complet au Liban avant toute négociation. On est dans un processus, et ça c'est assez rare pour le souligner, tout à fait normal. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que le président Trump avait toujours parlé de pression maximale sur l'Iran, même lors de son premier mandat. Donc il n'a pas changé d'avis. Et lorsqu'on est au début d'une phase de négociation qui va être extrêmement difficile, parce qu'on sait que les positions des uns et des autres sont très éloignées, il a intérêt naturellement à menacer, et en plus il aime ça, il le fait assez naturellement. Et donc effectivement, c'est un processus tout à fait normal, et c'est pour ça que les Iraniens montrent également la même détermination pour montrer qu'ils ne se laisse pas impressionner. Et donc, maintenant, la négociation va pouvoir commencer. Oui, il aime bien dire, Donald Trump, qu'il a la plus grosse armée. Général, est-ce qu'il peut avoir des équipements encore meilleurs que ceux dont il dispose et qu'il a déployés
dans cette région jusqu'à présent. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus actuellement. Le message c'est est essentiellement politique. Et le recomplètement, permettez-moi de vous dire que le recomplètement logistique, c'est la première des choses qu'on fait quand on arrête le combat. Voilà, on fait approvisionner, on réapprovisionne, on recomplète les matériels qui sont détruits, abîmés, on répare, on profite de la trêve pour pouvoir se rééquiper et être prêt à repartir au combat. Mais là, c'est un message politique clairement qui s'adresse à l'Iran. C'est-à-dire, la foudre va vous tomber dessus encore pire qu'avant, mais il n'y aura rien de pire qu'avant. Ça sera la même chose, avec les mêmes résultats, s'il repart à l'assaut, avec 3 porte-avions pour 1 800 000 km², il restera devant les côtes. Nicole Bacharan, pardonnez-moi, les Iraniens ne sont pas des imbéciles, ils comprennent cette stratégie. Oui, ils la comprennent parfaitement et ils jouent très très bien avec, puisque la dernière fois où Trump annonçait l'anéantissement total de toute une civilisation, ils sont arrivés en disant arrêtez, on vous apporte notre liste de courses, on fait un cessez-le-feu, et la liste de courses, elle est extravagante. Donc ils savent aussi jouer avec ça. Je trouve néanmoins dramatique, je vous le dis en toute simplicité, que le chef de la plus grande démocratie du monde, parce que les États-Unis sont encore une démocratie, utilise des langages comme anéantissement. Je veux dire, la dernière fois qu'il y a eu anéantissement, c'était à Hiroshima, et on a envie de lui dire, oui, ok, menace de reprendre la guerre, ça me paraît réaliste pour négocier. Ces termes-là sont inutiles et même quelque part déshonorants. Alors, la guerre qui déborde aussi sur la politique intérieure aux États-Unis. Donald Trump est attaqué par une frange extrême de la galaxie MAGA, extrême et conspirationniste. Il a répondu à ces attaques. On va voir le tweet de Donald Trump. Vous allez voir comment il répond, le président des États-Unis, de manière assez ferme, comme il a l'habitude de le faire. Et vous savez peut-être, alors voilà, je sais pourquoi Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones trouvent formidable que l'Iran ait l'arme nucléaire. La réponse dans une deuxième page, vous allez le voir, il y va pas de main morte. Eh bien, dit-il, parce que ce sont des imbéciles, pour dire les choses très simplement. Vous savez peut-être aussi ce que disait Jacques Chirac. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Et pour Donald Trump, apparemment, c'est la même chose. Écoutez. Les mensonges qui m'associent à ce personnage infâme qu'est Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui. Les personnes qui mentent à mon sujet sont dépourvues de toute éthique, d'humilité et de respect. Je ne leur en veux pas d'être ignorants, mais je rejette leurs tentatives mesquines visant à salir ma réputation. Je ne suis pas une victime d'Epstein. Ce n'est pas Epstein qui m'a présenté à Donald Trump. J'ai rencontré mon mari par hasard lors d'une soirée à New York en 1998. Voilà, alors ça c'est la surprise du chef. Pourquoi maintenant pourquoi cette sortie alors que ça fait des mois que Donald Trump essaie de se dépêtrer de cette histoire Epstein. Sonia Dredi, vous êtes à Washington, toujours devant la Maison Blanche. On vous fait beaucoup travailler aujourd'hui. Pardon. Cette sortie de la première dame aux États-Unis, qu'est-ce qu'on en dit ? Alors ça a pris tout le monde de court, notamment ici les correspondants à la Maison-Blanche qui suivent la première dame. Selon CNN notamment, il y avait des débats au sein des responsables qui travaillent avec Melania Trump, à savoir si elle devrait parler ou pas. Beaucoup étaient étonnés de son choix de vouloir parler de ce sujet à ce moment-là, mais a priori, elle avait très envie de parler, de dire sa vérité. Vous l'avez entendu, elle a notamment dit que Jeffrey Epstein n'avait rien à voir dans sa rencontre avec Donald Trump, la première dame qui avait donc envie de s'exprimer en dehors sans tenir compte finalement de l'agenda de Donald Trump. Et encore plus étonnant, Donald Trump a confié à une journaliste de MS Now hier à la Maison Blanche qu'il n'était pas au courant de cette prise de parole, mais il a aussi dit à une autre journaliste de CNN qu'il avait reçu l'information juste avant. En tout cas, on a senti quand même un petit peu de confusion ici à la Maison Blanche. CNN résume bien avec ce titre d'un article la situation en disant Melania Trump a essayé de se débarrasser en quelque sorte de cette histoire Epstein et en fait elle n'a fait que la remettre au centre de l'actualité. Pour la petite anecdote, je viens de croiser le styliste de Melania Trump qui est un Français, Hervé Pierre, et qui se dirigeait vers l'aile est de la Maison Blanche pour la rejoindre. Voilà, lui n'en savait pas plus, j'imagine. Merci Sonia, merci beaucoup. S'il vous parle, n'hésitez pas à nous rappeler, on vous prend quand vous voulez. Nicole Bacharan, c'est vous l'experte des États-Unis ici sur ce plateau. Qu'est-ce que vous comprenez ? Je rejoins ce que disait Sonia. J'ai trouvé cette séquence mais surréaliste.
On est en pleine guerre. Vous le rappeliez, Thomas, juste avant, Donald Trump ne sait que faire pour qu'on ne parle plus de l'affaire Epstein. Vous avez Melania qui convoque une poignée de journalistes qui arrivent dans le style moi je mène ma petite vie, j'ai quelque chose à dire et c'est pas bien de dire du mal de moi et de m'associer à Epstein, j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis une pauvre victime des mauvaises rumeurs. C'est vertigineux. Je crois tout à fait, sans être dans les secrets des dieux, que Donald Trump n'était pas prévenu, parce que franchement, il n'y a aucun intérêt pour lui à cette espèce de déballage. Et Melania a lu un petit texte écrit par des avocats au millimètre. Elle est repartie sans une question, sans un sourire, avec les journalistes présents, disant « Pourquoi maintenant ?» Voilà. Je vous écoute, j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous avez utilisé le mot de vertigineux. Qu'est-ce que cela nous dit, après ce qu'on a entendu de la part de la communication à la Maison-Blanche ? Ce qui paraît assez hallucinant, c'est le manque de coordination quand même entre Melania Trump et son mari, entre les services de la Première Dame. Si ce que dit Donald Trump est vrai... Il l'a appris juste avant, dit-il. Ça paraît, en effet, dans cette période où l'Amérique est quand même en guerre, ça paraît complètement surréaliste. On a manifestement une Première Dame qui se soucie énormément de son image, qui en a fait, vous savez, tout un documentaire, un livre, et qui est beaucoup plus présente lors de ce mandat que qu'elle ne l'était lors du premier. Et qui manifestement a cherché à déminer, en fait, avec cette allocution, en effet, avec les drapeaux américains, quelque chose de très solennel, quand même, pour dire, en effet, toutes les rumeurs que l'on peut lire sur la façon dont j'ai rencontré mon mari via Epstein sont complètement fausses. Mais c'est vrai que, alors que Donald Trump essaie désespérément de se débarrasser de cette affaire, que les auditions sont en cours, encore. Il y a encore le dossier est loin d'être refermé. Vous savez qu'il y a des millions et des millions de documents qui ont été publiés. Donc c'est vrai que le temps de les éplucher, tout ça prend du temps. Donc c'est un véritable feuilleton, mais elle vient de remettre une pièce dans la machine. Une pièce dans la machine ? Oui, c'est-à-dire, malgré ces rodomontades, on voit bien que le président Trump est dans une situation difficile sur le plan politique. Donc alors, est-ce que je ne sais pas s'il était informé ou pas, parce qu'on a l'habitude des mensonges, donc c'est pas très gênant. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, que quand même dans cette affaire-là, ce que vous nous dites là. Oui. Mais malgré cela, si vous voulez, j'ai quand même l'impression que dans cette affaire, c'est une façon de dire, nous, notre couple, nous sommes des gens normaux, très bien, pensez à la famille, etc. Et arrêtez de critiquer mon mari. Enfin, je pense que c'est ça qu'il y a derrière. Alors, c'est sans doute tapé à côté, mais c'est effectivement, je crois, l'objectif. Général, en quelques mots, votre Oui, si je devais dire un mot, je dirais confusion au sommet de l'État, parce que c'est vrai que c'est assez surréaliste. Cette mise en scène avec deux drapeaux, on a l'impression que c'est une déclaration tout à fait officielle de la Maison-Blanche. Il y a les deux drapeaux, etc. Elle arrive comme une personne en exercice, un personnel politique en exercice, et donc on voit pas véritablement à quoi ça correspond, et ça donne vraiment une impression de confusion. C'est vrai qu'on accuse Donald Trump de temps en temps d'être entré en guerre en partie pour faire oublier l'affaire Einstein. C'est certainement pas la seule raison, et là, elle remet une pièce, alors même qu'effectivement, on parle pas trop de ça en ce moment, et que les esprits sont focalisés ailleurs. Elle n'est accusée de rien. À aucun moment, elle n'est citée par des victimes. Oui, c'est ça. Donc elle apparaît sur des photos avec le criminel sexuel. La photo, ils sont à 4, Epstein et Maxwell, Trump et Melania. Et cette photo tourne beaucoup. Depuis des années. Et voilà. Et elle ne veut pas. Vous ne l'avez jamais vue, Thomas? Si, bien sûr que je l'ai vue. Vous pensez bien. Mais j'ai été étonné, comme vous, de cette sortie. On est tous restés un peu interloqués, pour tout vous dire. Général Richoux, merci. Nicole Bacharan également. Magali Barthès, un plaisir comme d'habitude. Bertrand Besancenot, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Le grand dossier, c'est aussi, vous le savez, une émission qui s'écoute en podcast et que vous pouvez retrouver tous les jours sous vos plateformes d'écoute habituelles, Deezer, Spotify, Apple Podcast et tous les autres. Il y a un QR code, il va s'afficher en bas de votre écran, vous le voyez, il suffit de mettre votre téléphone devant pour pouvoir réécouter tout ce qui a été dit aujourd'hui. Regardez cette image, elle est capitale, mesdames, messieurs. Dans un instant, Sébastien Lecornu est sur LCI, allocution du Premier ministre suite à la crise énergétique toujours en cours. Il va prendre la parole sur les questions de pouvoir d'achat des Français. On va l'écouter, le Premier ministre. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs semaines, le Moyen-Orient a vécu encore une fois dans la guerre. Ces derniers jours,
Une accalmie semble se dessiner, un cessez-le-feu a été annoncé. Nous verrons comment le détroit d'Ormuz peut réouvrir et les marchés ont commencé à se détendre. C'est une bonne nouvelle, mais chacun le sait, cette détente est fragile. Elle est partielle, comme on le voit hélas au Liban. C'est précisément pour cela que je veux tirer avec vous les leçons de ce que nous venons de vivre. Ce que nous avons vu, ce n'est pas une crise lointaine. C'est un monde où tout se tient. Le détroit d'Ormuz est menacé et ce sont les pleins, les factures, les dépenses quotidiennes qui augmentent. Et la première leçon de tout cela, au fond, n'est pas nouvelle. C'est celle que la France a déjà apprise dans son histoire. Un pays n'est réellement libre que s'il est capable de tenir quand le monde vacille. Et aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire de détruire pour fragiliser. Il suffit simplement de menacer, de perturber, et tout se dérègle très vite. La deuxième leçon est tout aussi évidente. L'énergie n'est pas seulement un marché. C'est un enjeu de sécurité nationale, un rapport de force. Quand nous importons du pétrole ou du gaz, nous importons en même temps les crises des autres. La guerre au Moyen-Orient n'est pas la nôtre et pourtant, elle nous affecte très directement. Heureusement, la France a un atout, une électricité produite sur son sol, issue de choix stratégiques faits il y a des décennies par nos anciens. À l'époque déjà, la France avait fait le choix de l'indépendance énergétique. Et c'est le sens des décisions que le gouvernement a prises il y a tout juste 2 mois. Relancer le nucléaire, y compris d'ailleurs celui de nouvelle génération, développer les énergies renouvelables les plus utiles et produire davantage. La crise, il faut bien le dire, a validé ces choix. Je remercie les experts, les industriels qui les ont accompagnés. Je remercie aussi les forces politiques qui, lucidement, ont rejeté les motions de censure déposées par certains groupes politiques qui voulaient l'empêcher. C'est un choix fort, électrifier la France pour la rendre plus indépendante. Désormais, il nous faut transformer notre consommation d'énergie, remplacer le pétrole et le gaz par de l'électricité. Troisième leçon, il faut toujours s'adapter. Ne jamais être immobile, ne jamais déconnecter notre action intérieure, de politique intérieure, des réalités du reste du monde. Peu importe que ces réalités nous plaisent d'ailleurs ou nous déplaisent, en gestion de crise, il faut être avant tout pragmatique. C'est donc agir vite, et les services de l'État, vous le savez, contrôlent tous les jours les marges, les délais, les prix. Quand les cours du carburant baissent, les prix doivent baisser aussi en station, aussi vite que lorsqu'ils ont augmenté. C'est une question de justice, c'est une question de transparence, c'est aussi une question de bon sens, parce que gérer une crise, c'est garder son sang-froid, ne céder ni à la panique, ni à la démagogie. Je veux le dire clairement, on ne peut pas d'un côté dénoncer les déficits publics et en même temps proposer des baisses généralisées de taxes. Ces mesures paraissent certes simples, elles semblent être un remède facile, mais elles ne fonctionnent pas, on le sait. Cela a été démontré dans le passé et dans d'autres pays. Elles coûtent non seulement très cher, mais elles profitent toujours aux pays exportateurs de pétrole, c'est-à-dire principalement les États-Unis, le Kazakhstan ou l'Algérie, pour ne citer que ces pays, et donc non à la France et encore moins aux Français. Il nous faut donc être prêts, et être prêts désormais, c'est anticiper davantage les prochaines crises. Nous n'allons pas vous dire comment vivre, comment gérer votre manière de vivre. Pour être encore plus direct, nous n'allons pas vous faire la morale, chacun est bien libre. Nous n'allons pas non plus refaire ce qui ne marche pas, et encore moins ce qui ne marche plus. Notre responsabilité, c'est d'agir là où c'est utile, en faisant le lien entre l'intérêt individuel de chacun et l'intérêt général du pays. Car au fond, le problème est simple. Tant que nous dépendrons du pétrole et du gaz, nous continuerons de payer le prix des guerres des autres. Et ces crises vont malheureusement se poursuivre, on le sait, elles vont nous appauvrir, et tout cela n'est pas une parenthèse. La France a déjà su, dans son histoire, prendre des décisions structurantes. Elle l'a fait pour son énergie, je le disais, elle l'a fait pour son industrie, elle l'a fait pour son modèle agricole, elle l'a fait pour son armée, elle l'a fait aussi d'ailleurs pour son modèle culturel. Nous devons donc le faire à nouveau, avec une forme de pragmatisme français qui peut nous caractériser. Aujourd'hui, 60% de notre consommation d'énergie reste d'origine fossile, alors même que nous produisions plus d'électricité que nous n'en consommons et que cette électricité est 3 fois moins chère que le pétrole.
cela devient clairement un non-sens. Nous allons donc devoir changer d'échelle et avec méthode. Non pas à coup de mesures dispersées, mais avec une véritable planification, comme la France a su le faire dans les moments décisifs de son histoire. Une planification sérieuse, suivie dans la durée, avec une exigence simple, n'abandonner personne. Cela signifie des aides ciblées, efficaces, qui doivent aller à celles et ceux qui en ont réellement besoin. C'est-à-dire les travailleurs qui ont besoin de leur voiture, les familles, les retraités qui ont besoin de chauffer leur maison ou leur appartement. Cela signifie aussi refuser les dispositifs trop généraux, trop coûteux, qui créent bien souvent des effets d'aubaine et même parfois des rentes, sans pour autant résoudre les problèmes sur le fond. Aussi, d'ici à 2030, le soutien à l'électrification de notre pays sera multiplié par 2 et passera de 5,5 milliards d'euros à 10 milliards d'euros par an. C'est une somme absolument considérable. Pour autant, cela ne se fera pas avec de l'argent nouveau, mais en utilisant mieux l'argent des Français, car nous tiendrons et nous devons tenir nos cibles de déficit public. En visant un objectif, réduire les dépenses énergétiques de l'État et des Français, en fixant cette priorité, les différentes aides publiques seront réorientées vers l'électrification. Investir aujourd'hui, c'est donner à chacun du pouvoir d'achat, redonner aux entreprises françaises de la compétitivité. L'électricité en France est moins chère qu'ailleurs en Europe. Électrifier la France, c'est une nécessité, ce sera un atout. Et je le disais, c'est autant un enjeu individuel que collectif, patriotique en somme. Et cela commence évidemment par votre logement. C'est là que se joue concrètement une part essentielle de notre dépendance. Une famille chauffée au gaz, quand les prix montent, elle ne peut que subir. Et souvent, ce sont les mêmes Français, les plus modestes, actifs ou retraités, les classes moyennes et les habitants du logement social. Nous allons donc engager une bascule claire. Dès la fin de cette année 2026, il ne sera plus possible d'installer des chaudières au gaz dans les constructions neuves. Dans le même temps, toutes les aides publiques pour les particuliers accompagneront l'installation de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au gaz et au pétrole. Aujourd'hui, une part très importante des logements sociaux sont chauffés au gaz. Cela signifie concrètement que celles et ceux qui ne peuvent pas décider de leur mode de chauffage sont ceux qui, à la fin, paient le plus. C'est une aberration sociale, une aberration économique, une aberration écologique et même une aberration politique. Nous ne pouvons pas demander aux Français de sortir des énergies fossiles tout en maintenant des millions de logements dans cette dépendance. C'est pourquoi, pour le logement social, l'électrification sera spécifiquement accélérée, organisée, financée. 2 millions de logements sociaux sortiront ainsi du gaz d'ici à 2050, avec un but simple, protéger d'abord celles et ceux qui sont aujourd'hui les plus vulnérables. Et nous allons organiser cette transformation territoire par territoire et en évitant une planification centralisée qui viendrait d'en haut, c'est-à-dire seulement depuis Paris. Aussi, 100 premiers territoires seront sélectionnés pour s'engager d'ici à 2030 dans une trajectoire zéro gaz avec un accompagnement complet. Là aussi, l'objectif est clair, vous l'avez compris, changer d'échelle. Mais en assumant une approche non seulement sociale, mais aussi locale, territoriale. Ce changement d'échelle se traduira concrètement par l'installation d'1 million de pompes à chaleur par an d'ici à 2030. Ces pompes à chaleur permettent de diminuer par 2 le coût du chauffage. Elles sont fabriquées en France. C'est une filière nationale d'avenir avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Nous allons donc faire du chauffage électrique la norme, là où il est encore l'exception. D'ici 2030, nous remplacerons ainsi 85 TWh de gaz par de l'énergie purement française. Présenté comme cela ne veut certainement rien dire ou pas grand-chose, mais c'est pourtant l'équivalent de 20% de nos importations de gaz. C'est donc un levier majeur pour notre avenir. Avec le logement, le deuxième poste, ce sont évidemment les transports. Nous devons là aussi changer de modèle et changer d'échelle. Non pas tellement d'ailleurs pour notre système ferroviaire, puisque 80% est déjà électrifié, mais évidemment pour nos voitures. D'ici 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques. Il y a 5 ans, la France ne produisait pas de voitures électriques.
Désormais, grâce à nos industriels, mais aussi grâce au système des bonus, un véhicule électrique n'est pas plus cher à l'achat qu'un véhicule thermique. La voiture électrique peut désormais être celle de tout le monde. Le gain pour le pouvoir d'achat est évident, pour ne pas dire édifiant. Faire 100 km en véhicule électrique coûte en moyenne quelque chose entre 2 et 3 euros, contre 11 euros en moyenne avec du diesel. Les constructeurs français pourront produire plus. 400 000 véhicules par an l'an prochain, 1 million en 2030. Il faut accélérer et nous le savons tous, c'est le moment. Pour les ménages les plus modestes, c'est un outil connu de leasing social, c'est-à-dire des voitures à loyer mensuel modéré qui va être de nouveau proposé dès ce mois de juin. Avec une première offre d'au moins 50 000 véhicules électriques supplémentaires. Et pour les gros rouleurs, issus des classes moyennes, et en particulier celles et ceux qui travaillent, le gouvernement veut aller plus loin avec un nouveau dispositif. Là encore, 50 000 véhicules électriques supplémentaires, en plus, vont ainsi être subventionnés dès 2026, notamment pour les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, les artisans et plus globalement tous les salariés ou agents publics de notre pays. La transition doit être une solution, plus une contrainte et certainement pas une punition. Il faut donc aller jusqu'au bout de la logique. Le gouvernement va donc également mettre en place des outils dédiés aux entreprises et peut-être plus spécifiquement d'ailleurs pour les PME, avec pour la première fois des dispositifs pour les véhicules utilitaires et même les poids lourds, avec des aides pouvant aller jusqu'à 100 000 euros par véhicule. Nous devons aussi mieux agir pour décarboner les grands sites industriels, énergivores ou l'industrie agroalimentaire. J'ai également demandé aux ministres compétents de mettre en place des dispositifs dédiés à l'électrification des outils de travail, des artisans, des commerçants, comme par exemple les fours des boulangers ou des restaurateurs, les rôtisseries des charcutiers, mais aussi les équipements des pêcheurs, des agriculteurs ou de la filière des travaux publics. Aucune activité ne doit rester sous dépendance durable. C'est aussi une question de protection de pouvoir d'achat des ménages pour limiter les répercussions du coût des énergies fossiles sur le reste des prix de la vie de tous les jours. Mesdames et messieurs, électrifier, oui, mais en insistant évidemment sur la production en France. Ces aides ont donc pour deuxième objectif assumé de participer à notre réindustrialisation, de créer des emplois en France. Parce que remplacer le pétrole importé par des véhicules importés ne serait pas une solution, parce que l'indépendance énergétique sans indépendance industrielle n'est tout simplement pas une indépendance. Cela est désormais une urgence. Les annonces de ce soir ne sont qu'une première étape de cette planification. Mais sortir de cette dépendance à des pays tiers au pétrole et au gaz doit aussi nous rendre plus forts sur le terrain géopolitique. Cette stratégie complète notre politique de renforcement de notre défense nationale pour nous protéger des dangers du monde. Parce que les menaces évoluent, parce que les conflits changent, parce que si nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes plus tout à fait en paix. La France, dans cette nouvelle crise, est le seul État d'Europe qui a pris des initiatives diplomatiques importantes. Essentiellement par fidélité à notre histoire, mais aussi parce que nous sommes le seul État d'Europe à avoir une présence militaire de cette importance au Moyen-Orient. C'est un atout, c'est une sécurité, et n'être dépendant de personne exige une politique de l'énergie, une politique militaire, une diplomatie fiable, une solidité budgétaire. Rien de tout cela, d'ailleurs, n'aurait été possible sans l'adoption d'un budget pour cette année et en ce début d'année. Je remercie celles et ceux qui l'ont compris au sein de la classe politique et qui ont accepté de faire passer l'intérêt du pays avant leurs intérêts partisans. Mes chers compatriotes, la France a toujours su prendre ses responsabilités quand l'histoire s'accélère. Nous devons le faire à nouveau. La souveraineté ne se découpe pas, on le sent, on le sait, c'est un tout, elle est énergétique, elle est industrielle, elle est militaire. C'est pourquoi, en plus de ces premières décisions sur l'énergie que je vous annonce ce soir, nous venons de présenter en Conseil des ministres une actualisation et une accélération massive de notre programmation militaire. Celle-ci devra rapidement être discutée, puis adoptée au Parlement. Il y a urgence. La guerre change, elle devient diffuse, continue, et la sécurité désormais ne se découpe plus, c'est l'avènement des guerres hybrides, celles qui se servent des enjeux civils pour les détourner à des fins militaires. Cette guerre se joue partout, elle touche nos infrastructures, nos réseaux, des trafics en tout genre peuvent être instrumentalisés,
Des réseaux criminels sont mobilisés par des puissances étrangères, comme on l'a vu récemment. Des menaces hybrides sont activées. Alors il faut le dire clairement, terrorisme, narcotrafic, cybersécurité, défense nationale, énergie, industrie, tout cela ne forme désormais qu'un seul ensemble. Nous devons donc nous adapter. Mesdames et messieurs, vous le savez, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, le gouvernement est libre de toute contrainte politique partisane. Il n'a aucun rendez-vous électoral. Après la crise politique et budgétaire que nous avons connue à l'automne et l'hiver dernier, nous affrontons désormais les effets de cette crise nouvelle, de cette guerre. Les urgences énergétiques et militaires sont des urgences de souveraineté. Elles ne peuvent donc pas attendre l'élection présidentielle. Mais ce sont aussi des urgences de la vie quotidienne. Et quotidiennement, le gouvernement travaille pour affronter chaque crise au jour le jour, mais aussi pour anticiper les crises de demain. Les ministres reviendront dans les jours qui viennent devant vous pour préciser l'ensemble des mesures dans le détail. Je le dis là aussi, rien n'est et ne sera définitif. Chaque jour, nous saurons nous adapter, y compris si les prix des carburants devaient remonter durablement pour aider les travailleurs et les travailleuses les plus impactés. Mais au-delà de ces aides d'urgence, il faut savoir faire de chaque crise une opportunité. Il faut savoir ne pas gâcher une crise, si je puis me permettre cette expression, et lier chaque mesure nouvelle à une vision globale pour l'avenir. Voilà les premières leçons que nous tirons. Il y en aura d'autres, et pendant ce temps, les ministres se concentrent sur les autres urgences du pays pour votre vie quotidienne. Je veux les citer: accès aux soins, défis démographiques pour notre éducation nationale, lutte contre l'insécurité, la délinquance, modernisation de notre système judiciaire, réforme de l'assurance chômage, préparation de textes de loi pour les services publics locaux et les collectivités locales en ce début de mandat municipal. Et bien entendu, la préparation des prochains budgets, le soutien à l'économie, à l'emploi, notre croissance, sans oublier l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous aurons l'occasion d'y revenir. D'ici là, bon week-end à toutes et à tous. Je vous remercie.